Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le président de la République, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, a procédé le 15 juillet dernier à Boko, dans le département du Poul, à l'inauguration de la ligne électrique Kinkala-Luingi-Boko, raccordant ainsi Boko, Luingi et Lumo au réseau électrique national. Une opération qui s'est poursuivie dans la partie nord du pays, avec notamment la mise en service des lignes électriques de Moussaka, Ebunzi et Alembe. Coup de projecteur ce soir sur cette action qui répond à la volonté du chef de l'État à étendre le réseau électrique à l'ensemble du territoire, y compris aux zones les plus reculées, et qui s'inscrit dans le cadre de l'accélération de la marche vers le développement. Avec moi ce soir pour cette tribune spéciale, Alphonse Ndongo, Ernest Blanchard-Dimi, Fortuna Ngolali et Arsène Séverin, tous journalistes. Bonsoir et bienvenue, chers confrères. Bonsoir. Alors, pour commencer, Boko, Luingi, Lumo, Moussaka, Bunzi, Alembe, que signifient concrètement ces raccordements récents au réseau électrique national, Alphonse? Il faut noter l'entrée de jeu pour cela, et tout simplement, ça s'exprime non seulement dans le cadre du programme de société du président de la République, renforcé par le discours prononcé, notamment le plan d'action gouvernemental qui a été présenté à l'Assemblée par le Premier ministre Anatole Kouliné-Makossou, notamment le projet de société et le plan d'action gouvernemental qui, justement, a relevé qu'il faut intensifier l'électrification rurale. Vous savez très bien, on est quand même dans la perspective 2030 qui voudrait que le Congo puisse densifier son offre d'énergie électrique. On parle pratiquement de 50% en termes de taux de couverture en zone rurale et certainement de 80% en zone urbaine. Ce qui signifie que là, on est vraiment dans cette projection. C'est comme ça qu'il faut lire cela. Maintenant, en ce qui concerne les localités citées, il faut noter que, par exemple, Boko est un centre de grande production vivrière, notamment fruitière, et c'est un plan qui date depuis des années. On a toujours pensé que Boko devait être électrifié. Je pense qu'il fallait commencer par cela parce que ça peut non seulement booster l'offre dans cette partie de la République, mais en même temps, ça contribue à renforcer l'offre d'énergie électrique en zone rurale. Ernest Dimi. Bon, moi, je crois qu'il faut qu'on parte un peu des premières années de Denis Sassou Nguesso au pouvoir au début des années 2000. Je parle de Denis Sassou Nguesso II. Il faut donc prendre la mise en service de ces nouvelles installations, de ces nouvelles lignes de transport d'électricité, de ces centres de distribution d'électricité dans le pays, comme la poursuite de ce que Denis Sassou Nguesso, au début des années 2000, parlait du boulevard énergétique. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui a commencé longtemps, qui parfois connaît des faiblesses par rapport à la conjoncture économique ou politique du pays et qui parfois se relance. Alors, c'est donc pour moi un projet d'antan qui se poursuit, mais qui devrait plutôt continuer, mais se pose encore aussi des problèmes de qualité et de disponibilité. Donc, il faut d'abord intensifier ces actions qui se poursuivent. Donc, cela montre que le besoin y est et que il faut que ça continue. Alors, que représente pour vous, Fortuna Ngolali, ces raccordements Boko, Lumo, Luingi, et aussi de l'autre côté, Moussaka, Bunzi, Alembe? Vous savez que l'électrification, sinon l'électricité, est en soi un droit légitime. Et puis, au-delà de ça, c'est un véritable pilier de développement. Le Congo est même très en retard dans l'électrification de certaines localités qui peuvent avoir des potentialités économiques énormes. Donc aujourd'hui, il faut quand même en être fier qu'il y ait plus de localités et qui sont raccordées aujourd'hui à la ligne principale. Stratégiquement, il faut électrifier ces localités pour développer les activités économiques et même industrielles, parce que vous savez que si l'électricité ne demeure qu'un décor
juste parce qu'on sait que ça vient résoudre un problème important, le problème de la sécurité dans ces villas. Il y a également désormais, Moussaka, qui pouvait dormir tôt, 18h, 19h, les gens pouvaient rentrer à cause de l'obscurité, comme à Boko. Avec l'électricité aujourd'hui, les gens peuvent traîner un peu plus loin. Ça va aussi certainement aider certains élèves qui étudient, qui doivent étudier avec les lampes ou des bougies, d'avoir de l'électricité dans ces villes. Ça, c'est le côté plus ou moins décoratif, j'ai envie de dire, côté confort de l'électricité. Mais le plus important, c'est de faire en sorte que les activités économiques se développent dans ces villes-là. Donc aujourd'hui, pour résumer ma pensée, il faut donc féliciter cette action et qui se fait aujourd'hui parce que l'électricité est un droit, mais c'est aussi, l'électricité appelle aussi le développement. Et donc les localités, en réalité, comme on est très très en retard les autres, donc c'est encore très faible. Il faut donc accélérer ces actions. Arsène Séverin? Oui, ce que vous dites concrètement, qu'est-ce que ça peut représenter? Je vois deux choses. Premièrement, pour les populations qui bénéficient de cette électricité, donc les populations, les localités qui ont été raccordées aujourd'hui, qui a attendu longtemps parce que le projet participe d'un plan réel du gouvernement depuis une quinzaine d'années aujourd'hui, le boulevard énergétique. Il était prévu que dans toutes ces grandes localités, des grands districts, des villages-centres, donc des grandes localités, des cités, on va dire un peu industrielles de façon embryonnaire, qui attendaient justement à être électrifiées. Je vais vous faire une anecdote. Lorsque on raccorde, grâce à Imboulou, les villages comme les localités comme Inoni Falaise, Inoni Plateau, Etouali et tous ces villages-là, Ngo, il y a le sous-préfet de Ngo qui vient, qui nous fait une blague, qui nous dit enfin, il parle au président de la République, on dit enfin, il y a une quinzaine d'années il disait, il dit enfin, monsieur le président de la République, on a pu avoir une douche chaude ici à Oando. Voyez, donc cela participe également de la modernisation de ces cités qui ont fait leurs preuves. On parle de Boko aujourd'hui, qui est une grande cité fruitière, connue pour différentes espèces des fruits qui sont cultivés. Mais après, il faut faire de la conservation, donc la petite industrie pour la conservation, mais aussi pour aider la transformation même, pourquoi pas. De l'autre côté de Moussaka, il y a quand même une satisfaction légitime. C'est un vieux port inauguré en 1977, mais on ne sait pas de façon moderne conserver le poisson fumé ou le poisson frais. Il faut rapidement exporter sur Brazzaville, transférer le poisson sur Brazzaville, ou alors faire un peu du poisson fumé avec du bois ou du charbon, alors qu'on peut le faire de façon très moderne avec de l'électricité. Donc, quand cela arrive, c'est très important pour la population. Donc, elles sont contentes, les populations. Mais aussi le gouvernement, qui depuis longtemps avait le devoir de produire et de distribuer de l'électricité. Ça n'arrive pas, on promet ceci, ça n'arrive pas. Une localité, 2 localités, 3 localités, lorsqu'elles sont raccordées, je pense que ça rentre dans la balance du gouvernement qui a beaucoup de critiques, fait face à beaucoup de critiques, place des usagers, de la population, qui n'a pas l'électricité. Donc déjà dans les années 80, nous avons des petites localités qui ont été raccordées grâce à Mukukulu, des petites localités, Luboto, Muzanga, c'est des petites localités mais qui ont été raccordées à l'électricité parce qu'il y avait à proximité le barrage de Mukukulu. On disait souvent à Luboto, donc Luboto c'est un village voisin du barrage, on dit on n'éteint pas les lampes. 24 heures sur 24, toutes les lampes, même dans les toilettes, les lampes sont allumées. Bon, là-bas, c'est une autre culture aussi, une autre pédagogie à faire pour dire que l'électricité se gère. Mais c'était juste pour montrer l'exemple que toutes ces localités-là, Fortuna le disait tout à l'heure, avaient droit justement à avoir de la lumière. Vous savez que il faut louer l'action, hein, je suis bien d'accord, mais on est quand même sans ignorer qu'aujourd'hui, dans les grandes agglomérations, parlant de Brazzaville et Pointe-Noire par exemple, les défaillances en termes de fourniture d'électricité sont encore perceptibles. Alors, moi je crains que les mêmes problèmes, les mêmes défaillances, les mêmes plaintes des populations, parce que les populations dans des grandes villes, il faut le dire, hein, il faut qu'on se dise la vérité, ne sont pas encore rassurées en termes de fourniture d'électricité, d'énergie, parlons de constance par exemple, parlons de pérennisation. Est-ce que les mêmes problèmes ne vont pas se reproduire dans ces localités-là, Alphonse? Alors, c'est une question très importante que vous soulevez, puisqu'il y a quand même une relation directe entre
l'offre d'énergie électrique dans notre pays. Je rappelle à toute fin utile qu'on est à 748 mégawatts. Bon, alors, nous vivons déjà des problèmes en termes de fourniture dans les zones périurbaines, ce qui éventuellement peut aussi avoir des conséquences sur les zones rurales. Mais il faut noter que dans le plan du gouvernement, qui vise de manière globale, il faut peut-être le rappeler, de fournir quasiment à près de 200 millions d'habitants dans les zones rurales. Qu'est-ce que je dis? 200 000 habitants dans les zones rurales. C'est justement, il y a non seulement le fait qu'il y aura peut-être des petites centrales thermiques, des petites centrales solaires, la biomasse, et à ces indicateurs ou à ces possibilités de fourniture vient s'ajouter aussi le raccordement à travers, n'est-ce pas, le système qui existait déjà. Donc, c'est une question très importante d'autant plus que dans ces zones, vous le savez, il faut aussi un calibrage. La question qu'on a en droit de se poser, est-ce que dans le cas de ce raccordement, il y a un calibrage qui a été mené de fond en comble, sachant que dans ces zones, la consommation peut être plus importante. Et donc, ça va donc considérablement aussi absorber la quantité d'énergie qui est à notre disposition. Mais ce que je sais, c'est que le gouvernement, dans son projet de 2030, voudrait que l'on puisse quand même relever la production de 748 mégawatts à 3700. Là, je tiens ça du Conseil des ministres qui s'est tenu le 17 septembre 2025, où le gouvernement avait parlé de 3700. C'est vrai que quand on lit le programme de société du président de la République, on parle plutôt de 3000. Donc, c'est 3700 avec évidemment une possibilité de chercher des financements qui devraient venir renforcer le système existant de l'ordre de 1730 milliards par an, ce qui revient globalement sur 4 ans à 6 930 milliards qu'il faut mobiliser, donc en termes d'investissement pour essayer justement de booster l'offre d'énergie électrique dans notre pays. Donc, ces questions se posent. Il ne faut pas qu'on se dise que dans les zones rurales, elles ne vont pas se poser, mais ces zones bénéficient tout au moins du fait qu'elles sont dans un calibrage qui est encore moins que dans les zones périurbaines, et ce qui fait qu'on peut, par exemple, donc, j'ai vu, il y a des projets de production d'électricité via la biomasse, et puis les centrales thermiques solaires, donc des micro-centrales solaires, ce qui pourrait peut-être, dans une certaine mesure, pourquoi pas, essayer de couvrir des petites zones qui ne sont pas d'un calibrage aussi important que dans les grandes villes. Maintenant que nous avons senti que le gouvernement semble prendre cette question au sérieux, nous allons voir est-ce que l'offre qui est disponible actuellement pourrait éventuellement donc servir aussi toutes les zones rurales. C'est la question qui évidemment mérite d'être posée. Fortuna Ngolali, quelle est aujourd'hui, de façon globale, dans le pays, dans son ensemble, la vraie situation de l'électrification? C'est à différents niveaux. La situation, elle est structurelle d'abord. Il faut voir que depuis 2003, le gouvernement avait, sur la base du code de l'électricité, programmé plusieurs réformes pour réellement résoudre ce problème. On est d'abord donc sur un aspect beaucoup plus juridique, l'aspect législatif, on va dire, puisque il était question que la EKRSE aujourd'hui, depuis 2018 en réalité, qui avait une mission transitoire de gérer le côté production et distribution et commercialisation que pour quelque temps, le temps de trouver un preneur, demeure jusqu'aujourd'hui, il ne joue réellement pas son rôle de société du patrimoine. C'est ça la mission actuelle réellement de la EKRSE. Et donc, elle est restée jusqu'ici depuis 2018 à commercialiser, à produire, à distribuer, à commercialiser. Et quand on regarde aujourd'hui le fonctionnement de cette société qui est devenue aujourd'hui une vache à lait pour certaines personnes, vous avez constaté que l'affermage, puisqu'on avait trouvé quand même un preneur
a été bloqué. Donc, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, les réformes qui ont été réellement programmées dans le code même de l'électricité est buté jusqu'à aujourd'hui à certains comportements, à certaines personnes qui ne veulent pas lâcher donc la ECARIC. Il y a donc ce problème-là. Après, vous avez également... Dans ce sens, est-ce qu'il y a eu une évaluation qui a été faite, évaluation de l'exécution, j'allais dire justement, de ces réformes? Vous avez vu la question avec la Sénélec. Pourtant, c'était programmé. Pourtant, c'est dans les textes même de la création de la ECARIC, donc de la SNE à ECARIC. On a trouvé une société qui était arrivée ici, la Sénélec, pour l'affermage, puisque c'était programmé au fur et à mesure, il fallait qu'on y arrive. Et vous avez constaté que même certains parlementaires se sont donc opposés à ce changement, à ces réformes. Vous avez vu les discussions que nous avons eues de ce pays. Comment est-ce que même le Premier ministre qui portait ce dossier a été mal compris, alors que tout ce qu'il disait à cette époque-là était juste ce qui était programmé en réalité. Donc, c'est la volonté de faire avancer les choses qui manquent. On l'a constaté donc avec la ECARIC, avec un groupe de gens, vous avez vu les syndicalistes et autres, et même certains parlementaires qui ne comprenaient pas. On est tombé dans une question purement pédagogique où personne ne savait pas ce que c'est que la Sénélec, ils ne savaient pas que tout a été programmé. Après, vous avez la restituée en fait des installations. Voilà, on part depuis la colonisation, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, la ligne de transport qui quitte Pointe-Noire pour Brazzaville, elle est restituée aujourd'hui. Et c'est ce qui occasionne même la perte les pertes de temps en temps, parce que quand on regarde la production, ce qui revient donc de la centrale électrique du Congo et qui produit aujourd'hui 70% de la consommation nationale, alors, quand on envoie 428 par là de mégawatts, alors c'est buté sur la ligne de transport. On constate qu'il y a beaucoup de pertes. Et c'est ce qui, quand ça arrive à Brazzaville, il y a un véritable problème. Donc il faut commencer d'abord par résoudre ce problème, mais tant que les réformes ne sont pas appliquées, tant que tout ce qui est décidé dans le code de l'électricité n'est pas appliqué, il sera difficile de résoudre ce point parce que l'État congolais en soi n'a pas de moyens. Alphonse l'a donné les chiffres. Il faut à peu près 7 000 milliards de francs CFA d'aujourd'hui jusqu'à 2030. L'État congolais, vous savez, aujourd'hui est surendetté. Il ne peut pas seul, même s'il n'était pas surendetté, il ne peut pas seul financer l'électrification totale. Avec l'état actuel de la ECARIC, tout est impossible quand on y arrive. Donc, il faut forcément libéraliser ce secteur. Il faut trouver les preneurs pour que chacun aujourd'hui, il y a une société qui peut prendre la commercialisation, la production, le transport, et on peut réussir cela. Donc, ça veut dire que l'État seul ne peut pas réussir l'électrification ou résoudre tous ces problèmes qui empêcheraient finalement cette volonté d'électrifier tout le pays à réellement réussir. Parce que vous l'avez dit, on a bel et bien eu l'électricité à Moussaka, à Boko, mais la gestion, la capacité même de la population à payer cette électricité, puisque la ECARIC veut faire du bénéfice, la centrale électrique du Congo veut faire du bénéfice, puisque la ECARIC achète sur la centrale électrique du Congo. Il faut, aujourd'hui, elle doit à peu près 200 milliards comme ça, la centrale. La centrale veut avoir du bénéfice, la ECARIC également. Mais si les populations, comme on a vu à Moussaka, à Ifondo, et même Makwa, on ne sait pas où, ne peuvent pas payer l'électricité, ça veut dire qu'on va tomber dans ce qu'on vit à Brazzaville. Les installations pourraient donc tomber... dans ces zones-là, les populations n'ont pas de... Voilà. Donc, quand on regarde aussi, pour terminer, vous avez Ngoulou, dont Sarah a fait un très bon reportage sur ça, qui en avait prévu 100 mégawatts à sa construction. Aujourd'hui, faute d'entretien, il n'y a qu'une turbine qui fonctionne et qui envoie à peu près le quart de ce qu'elle devait envoyer. Vous avez Mukukulu qui est autour de 74 mégawatts, mais qui est totalement amorti et qui ne produit plus l'électricité comme telle. Bon, l'Iweso, et quand on regarde tout cela, le Djoué est totalement hors d'usage, abandonné depuis 10 ans. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais si l'on n'apporte pas les réformes telles que prévues, telles qu'on avait commencé avec l'affermage, on ne peut pas rêver que finalement, même si on électrifie tout le Congo, que les choses marcheront.
Arsène Séverin, votre avis à propos? Oui, la question, vous dites, quelle est la situation réelle? En fait, le tableau, c'est que nous produisons 748 mégawatts, mais les besoins réels aujourd'hui, les vont y travailler sur ces besoins, c'est 3000. Vous voyez l'écart? Donc, c'est-à-dire, même si on prend les câbles, on raccorde toutes les localités, parce qu'il s'agit juste de raccorder, de mettre les câbles, on n'aura pas assez d'électricité à donner à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut produire de l'électricité. Le président de la République le disait encore au cours du sommet de la BAD ici. Il dit le meilleur processus, le meilleur mécanisme de production d'électricité chez nous, c'est l'hydroélectricité. Après, on a le solaire, on a tout ce qu'on peut mettre, la biomasse et tout, mais c'est l'hydroélectricité. Avec les micro-barrages dans chaque département, on peut résoudre le problème, donner de l'indépendance, de l'autonomie à chaque département. Mais ça, on l'a dit, l'État n'a plus le moyen. Aujourd'hui, même si l'État peut inscrire la construction d'un barrage dans un PND, il faut qu'il aille chercher les partenaires à l'étranger. Et oui, ça peut marcher avec des partenaires, avec un partenariat public et privé, c'est des financements innovants. On peut trouver des financements, on construit un barrage. Est-ce que c'est l'État qui accepte de construire un barrage pour laisser l'exploitation à un privé, ou bien laisser à un privé de construire le barrage et mettre en concession tout l'ouvrage pendant une certaine période, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Ce sont des possibilités, et on parlait des réformes, ce sont des possibilités, on regarde ce qu'on peut faire. Ce qui se passe, c'est que nous avons une société nationale d'électricité, et autour, bon, il y a des Congolais qui travaillent, ce sont des parents, ce sont des frères, mais c'est comme un peu pris en otage. C'est pris en otage, on veut manger aujourd'hui, demain, c'est pas notre affaire. Mais l'électricité est un marché. Nous sommes des consommateurs, nous payons l'électricité. Non. Et puis en plus, c'est pas distribué gratuit, l'électricité. C'est pas le gouvernement qui crée des barrages, qui connecte les gens, et puis vous êtes branché à l'électricité, vous regardez la télé chez vous, vous avez du frais, des vivres frais chez vous à la maison, et après, vous dormez. Non, les factures arrivent. L'électricité est un marché. Mais aujourd'hui, au Congo, c'est un marché de très mauvaise qualité. Ça, je parle des petits consommateurs. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui des grands consommateurs, ceux qui ont des industries à faire fonctionner? À l'Oudima, où on a mis en place une unité de transformation des produits agricoles. À Pointe-Noire, où il y a le centre névralgique à Ouesso, où on a construit l'IOC aujourd'hui, c'est devenu, je crois qu'il ne sert plus à rien, l'IOC aujourd'hui. Mais vous voyez bien que les grands consommateurs qui doivent payer des grosses factures, même eux, sont mal servis à l'électricité. C'est un grand marché. Commençons d'abord par régler le problème du marché interne, en allant vers l'agenda 2030, donc l'accès universel à l'électricité. On dit qu'on va aller dans les villes jusqu'à 80%. Ok, d'accord. On est à on est à 50-51% aujourd'hui, mais vous voyez bien que aujourd'hui c'est délestage, demain c'est délestage, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'électricité, bien que les câbles existent, les nouveaux câbles qu'on a réformés, parce qu'il y a les anciens câbles qu'on a laissés depuis le colon a laissé certains câbles qui sont là, donc ils sont défectueux et tout, mais après, je crois, il y a 2 ans, le gouvernement a bénéficié d'un appui de 70 milliards de francs CFA pour refaire une partie de la ligne. Ça marche, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Si bien même que les petites localités qui étaient épargnées, vous allez dans la Bouenza, les petites localités, jusque dans le Nigeria d'Olizi, vous pouvez faire un jour entier à Dolizy, vous n'avez pas l'électricité. Ils ne connaissaient pas ça avant. Mais justement parce qu'aujourd'hui, l'interconnexion au réseau national fait impacter tout le monde. On ne sera pas surpris de voir qu'à Mosaka, on vit des délaissages, alors que dans un premier temps, l'électricité, c'est alimenter les bars, mettre un peu de lumière et tout, parce qu'il n'y a pas de grandes industries. Mais ça va arriver parce que nous sommes en interconnexion. Là encore, les agents de la SNE savent un peu jouer avec leur transfo. Bon, on donne un peu ici, on déleste, on donne un peu là, on délaisse. Mais ce sont des solutions ou ce sont des palliatifs. Il faut qu'on aille aujourd'hui à des grandes solutions. 2030, c'est quoi? C'est 3 ans devant nous. Justement, sans vous couper, Arsène Séverin, parlons des solutions. À vous entendre parler, hein, vous et Fortuna Ngolali, vous évoquez le désaccord ou les discordances entre
l'État et la société au cœur de la résolution de ce problème, c'est ça? Le ministre Émile Ouesso, on l'a reçu sur un plateau de télé, on lui dit « J'ai conclu avec une société américaine. Table sur 4 avec de l'argent, c'est qu'il faut pour relancer. Mais tant qu'il n'y a pas les réformes de la société, donc le bénéficiaire principal, qui est la Société nationale d'électricité, ces Américains ne peuvent pas venir pour faire les réformes. Donc il faut absolument ces réformes. Les autres, ils attendent, ils sont prêts. Non, mais c'est ce qu'on a dit. C'est ce que je vous dis, la société est prise dans nos temps. On fait du social, en fait. C'est comme on sait tout à l'heure, on fait au-dessus de la loi. Pourtant. Qui peut être au-dessus de l'État? Mais vous avez vu qu'on a soulevé Qui peut toute être la au-dessus de ville. l'État? On a soulevé Brazzaville RDP, ici il y a une année. Être au-dessus de l'État? On peut vous rappeler un fait, malheureusement on va le rappeler. Vous vous souvenez, le Premier ministre est devant les députés pour défendre réellement les réformes dans le secteur de l'électricité électrique. Vous vous souvenez, le président de l'Assemblée nationale l'interpelle pour dire que cette question est en train de soulever les remous dans la société. Et donc, nous sommes à quelques mois de l'élection présidentielle. Et donc, il faut éviter la clameur populaire ou le soulèvement. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme politique privilégie ce côté politique, comme dit Arsène Séverin, de ce côté ce côté politicien, ce côté populiste. Et l'État, aujourd'hui, a créé les conditions de sa propre faiblesse au point où, finalement, quand on veut faire passer les réformes, puisqu'il faut savoir, il faut comprendre que tout a été prévu de bout en bout, parce que après les analyses, après les études, les gens avaient compris. Si nous n'apportons pas les réformes dans ce secteur, nous ne résolverons jamais le problème d'électricité. Donc, c'est d'abord ça, il faut le comprendre. Et pour qu'une société accepte de venir prendre même une partie de la commercialisation, il faut qu'il y ait j'ai envie de dire, il faut qu'on soit attractif. Oui. Il faut qu'on garantisse ces sociétés. Mais si on ne peut pas garantir, si on ne peut pas sécuriser, si on ne peut pas vraiment être attractif, puisque il n'y a pas de réforme, je vous prends le cas aujourd'hui de l'Agence nationale de l'électrification rurale, l'ANER, créée par un décret comme un AP, donc c'est une société en réalité, et qui est là pour promouvoir donc l'électricité rurale, lancer les appels d'offres, donc chercher les investisseurs. C'était ça, c'est ça la mission principale de l'ANER. Mais aujourd'hui, par un arrêté, cette société est devenue un API. Donc aujourd'hui, alors qu'ils n'ont même pas quelque chose à commercialiser. Et donc vous constatez qu'ayant perdu ils sont sortis de sa ligne directrice, aujourd'hui cette société devient presque amortie totalement, elle ne fonctionne pas. Et vous constatez que le directeur général accompagne le président de l'électrification, mais en réalité, cette société ne fait pas son vrai job. Donc, il faut commencer par respecter ces procédures, commencer à respecter les réformes pour permettre réellement que les choses évoluent. C'est pour cela, quand on a brandi les réformes, le gouvernement a brandi les réformes dans ce pays, c'était en réalité pour résoudre ce problème. Voilà. Cela n'a pas été accepté de votre côté. Ça s'impose à nous maintenant. Ça s'impose à nous. Ce qui se passe avec les réformes ou la situation de caressée ou d'électricité dans notre pays, c'est cela parce que si le gouvernement n'avait pas cédé à la pression syndicale les syndicats eux aussi étaient manipulés. Ça se voit aujourd'hui avec les difficultés qu'on a en termes d'électricité. Parce qu'on voit du moment où il y avait ces dossiers affermage à aujourd'hui, alors on croit que l'offre en électricité, notamment dans les grandes villes, s'est fortement dégradée. Ça veut dire quoi? Que le problème aujourd'hui, ce n'est pas seulement la production, le problème aujourd'hui, c'est écarissé, qui devient le problème, qui doit coûte que coûte accepter les réformes, si réellement on veut avancer. Et, vous savez, ça fait quand même pitié et ça donne parfois des larmes aux yeux. Quand vous voyez qu'il y a une question, une situation qui est salutaire pour la population, mais les politiciens prennent l'agenda et le politisent pour dire non, on peut arrêter, le président va en campagne, le peuple ne sera pas content. Non, mais s'il fait ça, il a lancé le courant à Boko, Luingui et ailleurs. Maintenant, si cette électricité n'arrive pas, parce que les réformes en amont ont été pipées ou n'ont pas été appliquées, on l'a dit ici, le FMI voudrait des réformes audacieuses et courageuses. Donc les gouvernements, et je parle là au Premier ministre Colline Makosso, qui obligeait, et je crois qu'à la limite a été même contraint avec son gouvernement par le président de l'Assemblée nationale à abandonner la réforme, il faut qu'il reprenne le bâton parce que dans les 20 missions qu'il a exposées aux populations devant les représentants à l'Assemblée nationale, je crois que c'est le 21 juin,
il y a la question de l'électricité qui revient. Il faut suivre le raisonnement de Dimi. Il y a la politisation de tout dans notre pays. Si vous avez suivi Alphonse au début, il a parlé du pacte national voilà, donc d'ici 2030. Les chiffres aujourd'hui, le problème de l'électrification n'est même plus, on va dire, infrastructurel. Ce n'est même plus, ça devient un problème financier. Il faut trouver de l'argent pour résoudre le problème. Mais dans le contexte actuel, la corruption, avec un État qui est défaillant sur le plan économique et financier, il est difficile si le gouvernement ne prend pas le courage, comme Anatole Kolémakosso avait commencé à le faire avec les réformes, puisque lui prend le dossier qui existait depuis 2002. Il dit finalement, il faut qu'on applique simplement. Clément Mwamba, le dossier d'avait avancé. Il brandit le papier. Mais si l'on ne comprend pas cette démarche et que les politiciens tirent les ficelles dans le noir pour ne pas que finalement qu'on mette de l'ordre, le problème ce ne sont pas les réformes comme telles, c'est de l'ordre. Parce qu'au Congo, l'on ne veut plus vivre dans l'ordre, l'on ne veut plus de la discipline. On a organisé le pays, comme disent certaines personnes, à une forme de cartel où le vol devient un mode de fonctionnement, où la tricherie devient un mode de fonctionnement. C'est pour cela qu'on a du mal à appliquer la loi, on a du mal à respecter les réformes. Sinon, mais je vous dis, on peut parler aujourd'hui. L'État congolais, Alphonse va donner les chiffres, depuis quelques années à peu près, tout ce que l'État engrange à l'intérieur même, c'est pour fonctionner l'État, faire fonctionner la machine de l'État. L'État n'a pas véritablement investi depuis quelque temps. Et même pour l'investissement, il faut encore aller s'endetter. Ça veut dire que c'est une utopie si on considère le pacte national d'électrification d'électricité sur 2030, c'est à côté de 2030. Donc il faut aller vers le partenariat public-privé. C'est ce qu'on a dit dans ce pays, c'est ce qu'on a dit que l'État a tellement nourri et continue de nourrir à telle enseigne qu'il s'asphyxie lui-même. Il faut à un moment donné qu'il lève le pied pour laisser la partie, le privé prendre le relais. Oui, mais l'homme politique, malheureusement, avec des promesses de campagne, l'homme politique ne veut pas céder. Et on parlait de la corruption, c'est pour cela qu'on est buté jusqu'aujourd'hui. Si on ne fait rien, même l'électrification de les localités sera un échec. Voilà, oui. En disant, pour que le particulier, pour que les PPP réussissent, pour que les particuliers arrivent, pour que les privés arrivent, alors il faut que les conditions d'une certaine sécurité économique soient réunies. Quel est ce privé qui peut venir investir son argent dans ce contexte où l'anarchie règne au sein de la société, mais qui est caressée. Même dans le cas du PPP, pour te compléter, il y a une loi qui existe, qui n'est pas malheureusement appliquée jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est ça le problème. En fait, on est en train de dire la même chose. Sur blanc pour garantir. Ok, on dit la même chose. Voilà. Moi, j'ai eu tout le truc de l'affermage, c'est un boutin comme ça. Mais il n'est pas mauvais en soi. Est-ce que les gens qui ont refusé l'avaient exploité? Ou bien ils se sont laissés manipuler parce qu'il y a des gens qui veulent assouvir leurs intérêts là-dedans? Donc, le problème aujourd'hui, c'est créer la condition qui sécurise les investisseurs privés si on veut réellement que ce que le président Sassou a déjà fait et ce qu'il vient de faire puisse quand même profiter au Congolais sur le long terme. Au niveau de l'électricité, il faut créer ces conditions de sécurité et il faut mettre hors d'état de nuire, prendre le courage de débarrasser les directeurs ou les chefs de services incompétents ou ceux qui sont dans la magouille et la fraude. Mais puisqu'il y a des parapluies en haut, à qui on va rendre compte le soir. On ne rend pas compte au ministre de tutelle, mais on va rendre compte parfois même à un conseiller du président, à un parrain qui est là-bas. Et c'est ça qui tue. Donc, et c'est là la grande difficulté de Collinet avec son gouvernement. Parce qu'on est dans un peu où on a vu à un certain moment un lieutenant, un colonel, parce qu'il a un parrain qui est sûr et qui peut même faire asseoir le colonel de ses fonctions ou de son service. Et tant que ces conditions ne sont pas réunies, et tant que le gouvernement ne prend pas aussi de courage à aller jusqu'au bout, tant qu'il cède toujours à la pression ou à la manipulation ou à l'instrumentalisation ou au chantage des politiciens, on tournera en rond et ça donnera l'impression qu'entre Sassou et Collinet, sûrement, il y en a qui sont très mal pour. Oui, il faut rappeler quand même que, en fait, face aux syndicalistes, face à toute la montée qu'il y a eu l'année dernière sur la situation de la SNE, le gouvernement n'a jamais reculé. Anatole Kolémakosso a tenu le dossier. C'est quand il amène le dossier à l'Assemblée nationale, et c'est là
où déjà les choses se disent au sein de son parti, le Parti congolais du travail, on dit le président a entendu cela, il veut plus de ça, essayer de régler ça tranquillement. Son premier ministre. Oui, d'accord. Qu'est-ce que le président a dit à son premier ministre? Et le président de l'Assemblée nationale qui a été aussi clair pour dire il faut surseoir le dossier, mener une réflexion en interne autrement. Dans notre pays, il y a trop de manipulation de l'opinion. Au point où parfois, on ne sait plus dans ce dossier qui dit la vérité. Oui. Je vais en venir. Il faut regarder la situation sur une certaine durée, une sorte d'état de lieu sur 5 ou 15 ou 10 ans en arrière. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, on peut se permettre de dire que la situation avance, a évolué, recule ou encore stagne? Bon, voilà. Si on regarde les choses, c'est chacun qui vit pas de manière assez difficile, les nombreux délestages que nous connaissons. Certains me diront que depuis le retour aux affaires du président de la République en octobre 1997, oui, à la succession, les dégâts collatéraux de la guerre, on était dans ce qu'on appelle les délestages. Il y a eu comme une amélioration, il y a eu des investissements qui ont été consentis, de nombreux investissements d'ailleurs. Sauf qu'il ne faut pas oublier une chose, l'offre, plutôt la demande. La demande s'est densifiée, laissant donc un tout petit peu en deçà l'offre de fourniture d'énergie. Quand on parle de demande, non seulement les villes sont en train de progresser à une vitesse que tout le monde vit, nous avons des nouveaux éléments qui rentrent dans la consommation d'énergie aujourd'hui. C'est chacun avec le coût avec l'offre que nous présente le marché, c'est chacun qui peut avoir, n'est-ce pas, l'électroménager qui ne pouvait pas s'offrir il y a 15 ans. Donc tout cela contribue à la consommation assez intense de l'énergie. Ajouté à ça, il y a de toutes petites unités de production qui se sont créées, ce qui vient faire que nous ayons davantage, plus de demandes que d'offres, puisque nous sommes seulement, je le disais tout à l'heure, à 700. La situation, pour moi, je pense qu'elle n'est pas en train d'évoluer dans le bon sens, puisque la demande est plus importante, tandis que l'offre a quasiment, je peux dire, n'a pas évolué dans les mêmes proportions. Aujourd'hui, on est dans une demande qui se situe à 3000 mégawatts et nous n'en avons que 748. Faites, n'est-ce pas, le calcul arithmétique pour vous rendre compte à l'évidence que nous sommes dans une situation très difficile. Et s'il faut prendre des comparaisons avec des pays où ça marche très bien, c'est la Côte d'Ivoire, je le disais tantôt, avec un taux d'électrification qui est à 99,2%. Donc, vous voyez, pendant que nous sommes en train d'entrevoir, si notre programme marche d'ici à 2030, d'être dans la proportion de 80% de taux d'électrification pour les zones périurbaines et 50% pour les zones rurales, pourvu que ça marche. Donc, pour moi, la situation n'a pas évolué. Et je peux comprendre pourquoi le gouvernement est engagé dans un plan d'investissement, mais c'est vrai, les confrères l'ont dit, la seule voie aujourd'hui, c'est absolument de faire que le plan d'affermage qui est justement contenu dans le cadre de la libération du secteur de l'électricité au Congo soit appliqué. Et l'État ne devrait plus penser lui-même aujourd'hui à investir. On y faut 1730 milliards de francs CFA par an pour pouvoir arriver à près de 7000 milliards à l'horizon 2030. Ce n'est pas possible. L'État lui-même est plongé dans des difficultés financières pour assurer ses charges incompressibles. Donc, il faut absolument que le gouvernement, notamment dont le Premier ministre Anatole Kouliné-Makosso, qui a la chance donc de revenir aux affaires pour justement dépoussiérer un dossier qui avait été mis en hibernation. Parce que s'il n'y a pas cette solution, je vous le jure, il n'y aura pas de miracle du Saint-Esprit. Il y aura toujours une demande très forte et une offre insuffisante. Moi, je voudrais juste compléter, mais nuancer surtout à Congo. Je crois que si on peut parler en termes d'évolution, de comparaison, il y a eu une évolution dans le sens où des localités dans la zone rurale qui n'a pas l'électricité ont maintenant l'électricité. C'est ce qu'on peut prendre comme évolution. Et on peut dire qu'il y a eu une évolution dans la mesure où dans certaines localités, dans les petites localités notamment, les infrastructures sont nouvelles et il n'y a pas assez de dégâts que nous avons
dans les grandes villes. Donc ça, c'est le côté évolution. Mais maintenant, du côté stagnation ou même recul, c'est ce qu'on a déjà dit ici. Dans les grandes villes, ça n'a pas évolué. Marie-Paul, mais c'est ça le piège de l'esthétique électrique, permettez-moi l'expression. Pourquoi je parle du piège? Parce que le fait de voir aujourd'hui Mosaka, Alembe, Ongoni, tout alimenté, vous avez l'impression qu'on a résolu le problème. Je le disais tout à l'heure, jusqu'ici dans ces localités, vous avez constaté que malgré, comme à Djambala, comme à Lekana, l'électricité n'a pas apporté réellement le développement. C'est juste décoratif jusqu'aujourd'hui. Je le disais, ça a réglé certainement les problèmes des petits commerces, quelques activités commerciales, mais ça n'a pas permis à ces localités de se développer comme on peut l'imaginer. Vous n'entendrez pas dans ces localités des grandes industries qui sont nées grâce à l'électricité. Ça veut dire que vous avez encore des problèmes structurels qui ne sont pas résolus, jusqu'aujourd'hui. Donc si, on le disait, si l'on ne prend... Parce que moi je n'ai pas envie personnellement de vendre un peu de l'illusion aux gens pour dire que le pacte dont on parle aujourd'hui va réussir en 2030. Moi, je n'y crois pas. Parce que jusqu'en 2030, nous serons toujours sous le poids de la dette. Il faut continuer à payer. Même si aujourd'hui les chiffres macroéconomiques montrent un Congo reluisant dans quelques mois, mais je ne suis pas sûr que le Congo arrive à mobiliser près de 7 000 milliards jusqu'en 2030 pour résoudre ce problème. Donc 1 700 milliards par année, alors que dans le projet du président de la République, il parle de 5 000 milliards qu'il faut aussi mobiliser chaque année pour réaliser son projet de société. Et là, cette année, vous avez constaté, bon, ils sont à peu près à 89 jours qu'ils sont là, le nouveau gouvernement, et vous constatez qu'ils sont toujours en difficulté parce que je parle sous le contrôle d'un journaliste financier, même jusqu'à la première période, sur le premier trimestre, le gouvernement n'a pas pu mobiliser les fonds qu'il faut, hein, autour de 16% seulement de fonds mobilisés. Donc, si on ne peut pas réussir ça, il faut s'attendre à ce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, vous savez, quand on a inauguré l'électricité, on a lancé l'électricité à Mosaka, la même nuit, il y a eu coupure. C'était dans la journée ou la nuit, il y a eu coupure pendant pratiquement 2 heures ou 3 heures. Pourquoi? Parce que Inga avait un problème. Et quand il y a un problème, ça veut dire qu'il faut lancer les délestages au niveau de Brazzaville pour éviter de surcharger les transformateurs. Donc vous avez tout cela, les problèmes de transformateurs. Alphonse Dongo parle des demandes dormantes. Vous avez la zone économique de Mukukulu, qui aura besoin de l'électricité. Il faut de l'électricité. Vous avez le data center qu'on installe à côté ici. Maluku, je parle de Maluku, la zone économique spéciale de Maluku. Enfin, merci. Vous avez le data center qui consomme énormément d'électricité. Vous avez des Congolais qui construisent encore aujourd'hui, puisque sur le plan de développement des villes, vous constatez que les villes s'agrandissent. Brazzaville est pendu d'une manière anarchique. Et il y a encore des zones qui ne sont pas électrifiées aujourd'hui. Il faut aller vers ces zones-là. Vous avez des productions, des usines qui peuvent s'installer au Congo. Donc, la demande va être tellement forte que si nous ne passons pas, même ces chiffres qui ne sont pas réellement, ce sont les chiffres à publier, mais dans la réalité, ce que le Congo consomme, ce n'est pas réellement ça. On parle de 748 mégawatts de tout le pays, mais en réalité, c'est pas ça. Donc, même si on ne passe pas au-delà, il va être difficile de résoudre le problème d'électricité au Congo. Donc, et moi, je pense que le gouvernement, tout le problème, on l'a dit tout à l'heure, revient encore sur ça, parce que le nœud du problème, c'est le respect de la loi. On est écœurant de constater que même les législateurs qui sont appelés, eux, à faire la loi et à suivre l'exécution et le respect de ces lois, n'épousent pas aujourd'hui la démarche des réformes et n'expliquent pas aux populations ce que c'est que les réformes et pourquoi nous devons aller là-bas. Parce que tous les pays qui ont accepté les réformes ont accepté un moment de souffrir. Vous ne pouvez pas aller appliquer les réformes sans un moment de galère, sans un moment de crise. Vous ne pouvez pas. Mais il faut avoir le courage. Et les vrais hommes politiques qui portent leur pays, qui sont des vrais patriotes, eux, ils prennent les risques quand ils savent, quand ils sont sûrs que le chemin que nous empruntons nous conduit vraiment, c'est le bon chemin qui nous conduit au développement. Mais s'ils privilégient la politique pour la politique, et nous allons rester là-bas pendant longtemps. Voilà pourquoi moi, personnellement, je reste sceptique si les dossiers portés pendant l'affairage jusqu'à aujourd'hui n'aboutissent pas. Arsène Séverin. Il faut aussi dire que
les réformes ne sont pas la panacée. Dans cette situation, on constate un déficit criard de l'électricité au Congo. Les réformes doivent contribuer à la production de l'électricité. On n'en produit pas. On peut faire des réformes, gérer la SNE autrement et tout. Ben, ils vont gérer quoi? Ça serait de la bureaucratie simplement. Il faut produire l'électricité. Depuis les années 2000, le gouvernement, il y a une volonté politique. Parce qu'ils ont, le gouvernement a investi dans, malheureusement, Je préfère que tu parles des intentions politiques. Non. La volonté politique. La volonté politique, parce que le gouvernement a investi. Quand on sort de la guerre de 1997, Alphonse le rappelle, il n'y a pas l'électricité, justement. Il n'y a que Djoué qui était à 7 mégawatts. Ils sont partis de 15 à 7. Il y avait Mukukulu de 74 à 45 mégawatts. Et puis, il n'y avait rien. Donc, il faut construire, il faut produire avant de distribuer. On va à Imboulou. Malheureusement, les choix, je ne sais pas si c'est des choix techniques et tout. Bon, on fait un mauvais choix quand même. Mais ça fait quand même près de 370 milliards d'investissements. Et ça, c'est le gouvernement qui paye. Donc, il y a cette volonté-là de vouloir donner de l'électricité, produire et redistribuer l'électricité à la population. Redistribuer. C'est un droit pour la population. Parce qu'on achète, on paye les factures. C'est pas donné gratuit. C'est un service en contrepartie où on paye de l'argent. Ensuite, on se rend compte que Imboulou, c'est pas une arnaque, mais enfin, c'est quelque chose de pareil. Ça ressemble quand même à une arnaque. On va à 120 mégawatts aujourd'hui. Oui, on va à 120 mégawatts aujourd'hui. On a le tiers, 30, 40. On va quand même, on fait un Liwesso, 15 mégawatts, 17 mégawatts. Après, on revient, Liwesso, c'est plus rien. Et la centrale électrique du Congo, avec un peu du gaz et tout, bon, ça tient. Aujourd'hui, la plus grande production d'électricité nous vient de Pointe-Noire. 70% de tout ce que nous utilisons. Nous vient de Pointe-Noire. Mais avec quelle ligne de transport? Le Premier ministre, dans son programme, nous parlait de la reprise, la construction, ou carrément la relance du barrage de Sunda. C'est une solution aujourd'hui. Ça a été, les nouvelles études ont été posées. On est parti de 1000 mégawatts aujourd'hui, autour de 60, changement climatique. Autour de 1000, on va tomber à 600. Changement climatique, la puissance des chutes ne sont plus les mêmes et tout ça là. Donc, il faut. Mais c'est déjà un potentiel. Il faut qu'on y aille. Parlant de Sunda, Arsène Séverin, quels sont les autres sites de production potentiels que le pays n'exploite pas encore jusque-là? On a énormément du potentiel. On a énormément des sites. Hydroélectriques. Mais là où il y a déjà des études, donc on a Sunda qui ont été réévalués aujourd'hui. On peut récupérer jusqu'à 600 mégawatts à Sunda. Et le projet commun de Cholet, le projet commun avec le Cameroun, on peut faire du Cholet. Mais dans chaque département, il y a du potentiel. On a les chutes de Mourala ou d'Alouessé dans le Niari. On a les chutes de Lampama dans les plateaux. Dans chaque département, il y a du potentiel. Dans le Poul, il y a du potentiel. On peut faire du micro-barrage. Maintenant, il faut voir. Je vous disais tout à l'heure, l'électricité est un marché. C'est pas un projet politique où le gouvernement met de l'argent et on applaudit. Voilà, non. Tous ceux qui utilisent l'électricité payent. Donc, si on fait venir, avec des réformes, on fait venir un investisseur qui investit dans le barrage hydroélectrique ou dans le solaire et tout, il produit l'électricité, le Congolais va payer. Il va rentrer dans son droit, ça dépend du contrat qu'il va avoir. Est-ce que c'est une mise en concession? Est-ce que c'est, je sais pas, les partenariats publics-privés? Est-ce qu'on va faire du gagnant-gagnant, 50-50? Ça, c'est au gouvernement de voir. Mais le pays a la chance d'offrir du potentiel. On ne devait pas rester dans l'obscurité en plein 21e siècle et applaudir le président de la République et tout son gouvernement lorsqu'ils vont à Boko. On devait le faire il y a très longtemps. Mais ça tombe bien, on s'est réveillé. Le Premier ministre aujourd'hui, il faut maintenant valoriser ces sites-là. Ça coûte de l'argent, on le sait, mais c'est parce que ça sera fait par les privés. Tout à l'heure, je vous disais, le ministre Émile Ouesso qui est allé signer avec une société américaine, les gars, ils viennent y voir comment la Société nationale d'électricité est gérée, parce que c'est le point focal. Comment ils sont gérés, on ne connaît pas leur compte, on ne sait pas comment ils gèrent ce qu'ils gagnent. L'argent se perd déjà dans le paiement des factures parce que les agents qui descendent sur le terrain, ils prennent 2000 francs, les factures n'arrivent pas. Il y en a qui, on a su, il y a 2 ans, 3 ans, on disait dans ce pays, ceux qui ont élevé en responsabilité et en dignité ne payent pas l'électricité, alors que c'est un marché. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont fait un recul. Le Premier ministre devait donc prendre les taureaux par les cornes pour que ceux qui sont élevés en dignité, parce que c'est les gens
les mieux payés dans le pays, ben, ils doivent payer l'électricité. Personne ne paye les factures de 4 millions, 5 millions d'électricité dans ce pays. C'est toujours autour de 100 000, 200 000 quand vous payez plus cher. Sinon, c'est les moins offrants, c'est 15 000, c'est 20 000. Pourquoi ceux qui sont élevés en dignité ne payent pas l'électricité? C'est un mauvais exemple. Ce sont des antivaleurs qu'il faut combattre. Vous consommez de l'électricité, vous payez. Et l'opérateur, l'investisseur étranger a besoin de cet argent-là, a besoin d'avoir cette assurance-là, justement pour investir dans le pays. Mais Marie-Paul, oui, il faut savoir que l'importance d'aller vers, j'ai envie de dire, la libéralisation de cette zone, de ce secteur, permettre à d'autres entreprises de prendre la commercialisation et autres, le transport. L'objectif, c'est aussi baisser les coûts, parce que si nous sommes dans un secteur concurrentiel, où vous avez plusieurs sociétés qui sont dans la distribution, dans le transport, dans la commercialisation, forcément, les coûts vont baisser. On est à 49 francs, c'est pas le kilowattheure. Donc, on ne mettra pas à 25 francs. Non, je suis en train de dire par rapport aux factures que nous payons chez nous, par rapport aux factures que nous payons chacun de nous. Donc, il y a déjà cet aspect. Après, on parlait tout à l'heure de la production thermique. À mon avis, ça devait être une production d'appoint. Oui. Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes dotés aujourd'hui, on va dire, voilà, on est entouré des eaux, on est entouré des fleuves, donc on ne peut pas manquer des barrages pour alimenter. On devrait donc mettre l'accent sur l'hydroélectricité que de continuer à mettre l'accent sur la production thermique. Mais il y a quelques années en arrière, hein, lorsqu'on parlait, lorsque l'Iweso et comment on appelle, non, pas Imbulu étaient encore des projets, on nous a rassuré que après la construction de ces barrages, les choses devraient changer positivement. Mais ces deux barrages, il faut se le dire ici, hein, n'ont pas donné satisfaction totale. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le problème n'est pas. Est-ce que le problème, c'est la construction d'autres barrages? Non, le problème, non, c'est les études d'abord, c'est les études. Le problème, tout à l'heure, on l'a dit d'entre les jeux que vous allez vous rendre compte quand le gouvernement lance une activité, il y a toujours une bonne dose politique. On ne mène pas les études. Je vous parlais tout à l'heure de la NER. La NER, c'est agence qui est chargée de l'électrification rurale. Son travail, c'est d'abord étudier le terrain. Dans quelle localité peut-on aujourd'hui raccorder au réseau électrique. C'est sa première mission. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quand on a décidé d'aller par exemple à Lumo, par exemple, quel en est le but finalement? Est-ce que c'est l'électrification pour l'électrification ou on veut résoudre un problème de développement? Quand on a choisi par exemple Boko, on sait que Boko c'est une grande localité, quelles sont les études qui ont été menées avant? Est-ce que c'est une promesse politique qui se réalise ou on veut résoudre un problème pour permettre le désenclavement électrique et permettre le développement du pays? Alphonse Ndongo, pensez-vous qu'après l'Iweso, Imbulu, c'est Sunda qui pourra résoudre ce problème? L'histoire du barrage de Sunda, c'est vraiment, je peux dire, de fortes promesses qui datent depuis fort longtemps, hein. Même sous le président Lissouba, Sassou, on en parlait récemment, on nous a parlé d'un investisseur chinois qui devait, n'est-ce pas, venir prendre possession de ce barrage, et puis silence de cimetière. Donc je pense qu'aujourd'hui, au regard de ce qu'il y a comme difficulté et comme défi de développement pour le pays, on a besoin d'énergie. La question pour le gouvernement aujourd'hui de tracer la meilleure stratégie. La stratégie est déjà tracée, mais il faut maintenant dépolitiser cette stratégie pour qu'on rentre vraiment dans ce qu'on appelle le monde économique. Dimi l'a dit d'entrée de jeu en disant que notre défaut, et de manière générale en Afrique, hein, c'est pas seulement le Congo, on est beaucoup plus dans la politique et on ne cherche pas vraiment à capter les vraies solutions en passant par l'économie. Donc là, aujourd'hui, se pose un réel problème. C'est de savoir comment est-ce que l'État peut jouer sa partition dans ce projet. Est-ce que l'État s'est dit, je reste donc producteur, n'est-ce pas, de l'énergie électrique à travers les barrages hydroélectriques et notamment dont il faut chercher des financements et permettre que les privés prennent possession des autres segments.
C'est vrai que là se pose quand même un problème, c'est un débat qui oppose ceux qui sont des experts dans le secteur de l'électricité en disant le modèle ivoirien tel que présenté, qu'on veut projeter au Congo, pose quand même un problème d'approche au niveau, n'est-ce pas, de la composante numérique, de la composante du nombre, pour être plus précis. Un pays comme la Côte d'Ivoire, ou alors si vous voulez, le parc d'abonnés que nous avons dans notre pays, c'est quasiment un quartier comme Yopougon en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quasiment près de 5000 abonnés. Ce qui signifie que le marché est de petite taille et dans le dégroupage que le gouvernement a voulu procéder entre-temps avec la mise sous tutelle des barrages, notamment aux concessionnaires, ça pose quand même un problème. Et d'ailleurs, je pense que le gouvernement, sur cette question, a dû un tout petit peu faire machine arrière, étant donné que le projet n'a pas pu prospérer. Donc, il paraît plus nécessaire aujourd'hui pour le gouvernement de privilégier, par exemple, donc, comme ce barrage auquel on fait allusion, mais trouver des moyens de financement. Mais comment ? Dans un contexte, on sait, d'assèchement financier, c'est à l'État de voir, puisqu'il a toujours fait, il a toujours mis la main à la poche pour trouver des moyens afin de booster l'offre d'énergie électrique dans notre pays. Il faut donc, pour moi, tenant compte de ce qui en sort sur l'approche de la libéralisation du marché ou du secteur de l'électricité, que l'État reste seulement comme un pilier, un acteur qui s'occupe de la production. Alors, on va clôturer avec Ernest Djimi. Je crois que la solution pour que la situation s'améliore davantage, étant donné que les projets comme les Sunda ou les Cholet, c'est des projets de très grande envergure, mais il faudrait peut-être qu'on commence d'abord par essayer un peu de bien faire ce que nous avons. Si on pouvait mettre en marche toutes les turbines de Umbulu, si on pouvait aussi accélérer la réhabilitation de la ligne de transport Pointe-Noire-Brazzaville, si on pouvait revoir l'Iweso, Moukoukoulou et les Dieux, je crois qu'on aurait quand même un parc de base qui permettra également de résister en attendant des investissements qui peuvent nous prendre 5 voire 10 ans. Voilà, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs, électricité pour tous, défis, état des lieux et solutions. Telle a été la thématique de cette tribune spéciale que nous venons donc d'animer et qui a pris son départ, j'allais dire, sur la mise en service des lignes électriques de Boko, Loumou, Moussaka, Bunzi et Alembe. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous avez donc suivi les chroniqueurs sur ce plateau. Journaliste Alphonse Dongo, Ernest Djimi, Fortuna Ngolali et Arsène Sévérin. Merci, chers confrères, d'avoir participé à ce débat. Au revoir et à la prochaine occasion.